Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live. Cette émission qui a pour objectif de décrypter l'actualité africaine, les problématiques africaines et surtout tout ce qui concerne l'Afrique, les Africains et les Afro-descendants. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux qui s'engagent pour l'Afrique. Ils sont en dehors du continent africain, mais s'engagent pour l'Afrique, leur terre d'origine. Alors aujourd'hui, je suis entourée par 3 personnes. Nous avons le plaisir d'avoir Frédéric Tchongui, vous êtes fondateur de eConnect. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Nous avons Fatou Dia, vous êtes Head of Ripat Africa. Bienvenue. Merci. Et Ibrahima Keita, vous êtes fondateur de l'association Les Lumières de la Diaspora. Plaisir de vous retrouver ici sur le plateau de Vox Live. Donc là, c'est vraiment une émission diaspora. Ils s'engagent pour l'Afrique. Comment? Pourquoi? Eh bien, on va en parler dans un instant, mesdames et messieurs. Mais avant, alors forcément, vous êtes membre de la diaspora. On va parler des élections législatives 3 semaines, voire 1 mois après. J'aimerais avoir vos réactions. Donc, rapidement, vous êtes franco-africain pour certains, français pour d'autres avec des origines africaines. Et alors, nombreux sont ceux de la diaspora qui pensaient que le Rassemblement national allait passer, qui pensaient que le Rassemblement national allait arriver à Matignon et qui allait gouverner le pays. Finalement, ce ne fut pas le cas. Comment vous avez vécu cette situation ? Alors, moi, je pense que je vais me référer surtout aux réseaux sociaux. Parce que je voyais que pendant les élections, surtout l'entre-deux tours, on voyait que la parole raciste se décomplexait totalement avec la montée du RN. Et beaucoup voyaient déjà le RN au pouvoir. Et grâce à, entre guillemets, le Front populaire qui a été uni, on s'est rendu compte que beaucoup de choses, entre guillemets, que la parole raciste est plutôt redescendue et que c'est plutôt le vivre ensemble maintenant qui se déploie sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est une bonne chose qui ait pu avoir cette coalition-là pour pouvoir, entre guillemets, remettre le débat au centre et rediscuter, entre guillemets, entre Français. Se regarder et voir les choses qui a amélioré dans le pays ou pas. D'accord. Et donc c'est pour ça que je vais recadrer la question. Elle vous concerne en tant que membre de la diaspora, en tant que Français d'origine camerounaise. Comment vous avez vécu cette situation-là? Vraiment, c'est ça qui nous intéresse. Personnellement, c'est vrai qu'on était un peu effrayés, mais je pense que nous sommes quand même dans un cycle qui est le cycle, entre guillemets, de la montée du nationalisme, de manière générale. Effectivement, je pense que on a commencé à se dire que bon, est-ce que ce n'est pas mieux de peut-être repartir ou est-ce que ce n'est pas mieux de plus accentuer son avenir vers le continent lorsqu'on voyait ce déferlement entre guillemets d'insultes racistes, mais aussi la montée du FN du RN pardon, de manière générale. Donc c'était un petit peu ce questionnement là qu'on avait, mais depuis 3 semaines on se rend compte quand même que la démocratie a repris le pas. Et bon, bien sûr, on est sous la réserve, mais bon, on est en France. Ça va mieux. Voilà, on est en France et on restera en France pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. On continue avec Ibrahima Keita. Oui, bah écoutez, contre toute attente, le nouveau Front populaire l'a emporté, donc à l'issue de ces législatives, et qui a d'ailleurs contredit tous les sondages qui donnaient le Rassemblement national gagnant. Et tant mieux d'ailleurs, c'est un ouf de soulagement effectivement pour nous tous qui sommes français d'origine étrangère, africaine. Bon, après maintenant, il faut avoir une lecture claire, je dirais, suffisamment lucide. Ce n'est pas uniquement le nouveau Front populaire qui a pu faire en sorte qu'ils se sont retrouvés là où ils sont. Il faut ne pas oublier la forte implication de la société civile. Il y a eu un réveil des associations, des sportifs, des artistes qui ont lancé des appels, d'ailleurs certains qui sont les reconnus, d'origine étrangère, qui ont lancé des appels, et qui fait que je pense que c'est dans les quartiers populaires également que beaucoup de jeunes issus d'origine étrangère, africaine, qui ne votaient pas, qui ont senti aussi ce besoin sur leur, souvent, recommandations au conseil de leurs parents pour aller voter, parce qu'ils étaient aussi en âge de voter. Donc, n'oublions pas cet aspect-là. La société civile aussi a joué un rôle très important pour faire en sorte que... Et pour le coup, je vous repose la même question. Vous, monsieur Ibrahima Keita, ancien responsable de SOS Racisme, enfin président de SOS Racisme, Cergy, comment avez-vous réagi à cette montée du Rassemblement national? Comment avez-vous réagi à la possible arrivée à Matignon du Rassemblement national, vous personnellement? Moi, personnellement, ce n'est pas une surprise. Vous l'avez si bien dit, j'ai été président de SOS Racisme de Cergy-Pontoise en 2014, durant 6 ans.
moi je n'ai pas attendu que ça prenne de telles proportions. Il faut quand même garder à l'esprit que sous Jean-Marie Le Pen, il n'y avait que 2 députés du Front National à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on en compte combien? Une centaine. Donc c'est pour dire que ça n'a fait que monter, mais il y a eu aussi malheureusement pour cela une complicité des partis politiques de ce point de vue-là, qui a contribué à la montée du Front National parce qu'on n'a pas su effectivement sévir lorsque la parole raciste qui s'est libérée et qui n'est pas nouveau, les comportements racistes qui sont banalisés, ça n'est pas nouveau. On a laissé monter finalement cette installation du Rassemblement national. Il y a une certaine impunité, une certaine, on trouvait toujours des excuses pour dire que non, il n'est pas raciste, on n'est pas dans un pays raciste, et on n'a pas su effectivement aussi faire en sorte qu'il y ait un traitement égalitaire pour tous les Français, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un traitement égalitaire pour tous et que ce sont tous des enfants de la République au même niveau, qui se trouvent dans les quartiers populaires ou dans les quartiers UP. Donc c'est ça aussi le problème, c'est ça la vérité. Après, qu'on nous dise des slogans, le vivre ensemble, ce ne sont que des slogans creux, mais dans la réalité, on parlait de mixité sociale. Oui, ça fait plaisir, le vivre ensemble, oui, ça a toujours été un terme à la mode, mais dans la réalité, elle est tout autre. Donc je pense que aussi, les politiques ont une part de responsabilité, les médias aussi ont une part de responsabilité dans la montée du Rassemblement national. Donc je pense que aujourd'hui, non, il n'y a rien de surprenant en ce qui me concerne. Moi, j'étais dans la prévention à l'époque parce que je me disais que il fallait commencer mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Non, vous étiez dans la prévention, ça n'a pas fonctionné. Le Rassemblement national était presque à Matignon. Le Rassemblement, il était effectivement presque à Matignon, ça n'a pas fonctionné. C'est une alerte parce que les choses telles qu'elles sont en train de l'ampleur que ça prend, si on y prend garde, tôt ou tard, le Rassemblement national sera plus au port du pouvoir, mais prendra le pouvoir. Donc voilà un petit peu ce que je dis. Et donc il est temps, je pense que là, moi en tant que Français d'origine africaine, je pense que autant il y a un combat à mener ici pour le vivre ensemble, pour les futures générations, pour nos enfants, tout comme effectivement, on doit aussi avoir un œil, maintenant commencer à avoir un œil aussi vers le continent africain. D'accord, et sans oublier encore une fois, vous insistez dessus, de mener aussi le combat où nous sommes, c'est-à-dire en France, le pays de résidence. On continue avec Fatou Dia, donc vous êtes Head of Ripat Africa. Est-ce que ça vous a conforté dans vos actions? C'est-à-dire que Ripat Africa, vous allez nous le présenter dans un instant. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous vous dites, OK, on a bien fait d'investir sur le continent africain, on a bien fait de motiver les gens de la diaspora d'investir sur le continent africain, parce que finalement, on ne sait jamais. Absolument. Alors, disons qu'en fait, c'est le tournant des législatives a juste conforté, ou du moins a été un argument supplémentaire, parce que clairement, de toute façon, l'action en Afrique, on la souhaite depuis maintenant, on l'a fait depuis maintenant quelques années, et nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Néanmoins, effectivement, de se dire qu'un Rassemblement national était à ça, clairement, ça fait réfléchir toute personne issue de la diaspora. Pour ma part, comment est-ce que je les ai vécues, ces législatives? En un mot, mouvementées. Vraiment, les réseaux ont été un peu le miroir, le thermomètre de ce qui se passait. Je pense que je n'ai jamais autant eu de publications, de stories, d'actions en faveur du barrage contre exactement, du barrage contre le Rassemblement national. Après, quand même, le point positif que je retire, c'est le fait que les jeunes, comme le disait M. Keita tout à l'heure, les jeunes n'ont pas l'habitude de voter. Et alors d'avoir des personnalités des réseaux sociaux, des footballeurs, des influenceurs assez reconnus donnant leur avis, ça a quand même eu une action. On l'a vu, hein, il n'y a pas eu... Enfin, je veux dire, c'est la première fois qu'il y a autant de mobilisation sur des législatives. Bien sûr. En grande partie, c'est dû à la société civile, clairement. D'accord. Alors, soyons fous, hein, selon vous, comment aurait été la vie sous Bardella en France ? Personnellement, je pense que le racisme se serait décomplexé. On le voyait déjà pendant les élections. Je pense que ça aurait pris un autre tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui avant se cachaient allaient totalement être décomplexées par rapport à ce racisme-là, et ce serait des insultes sur les réseaux sociaux qui seraient de plus en plus banalisées. Je pense également... Que sur les réseaux sociaux ? D'abord sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont le reflet de la réalité. Alors que si ça reste que sur les réseaux sociaux, ça va. Est-ce que ça va réellement ? Non. Toi, c'est mieux. Est-ce que sous Bardella, finalement, on ne serait pas passé du... réseaux sociaux de l'irréel au réel ? Tout à fait. On serait passé totalement de l'irréel au réel. Et ça aurait poussé, entre guillemets, comment dire, c'est-à-dire les personnes qui, entre guillemets, votent
pour le Rassemblement national à se sentir plus forte, à se sentir plus revigorée et aurait totalement, entre guillemets, pris la scène, que ce soit la scène politique, mais aussi la presse, mais aussi les différents rassemblements qu'on a, se serait décomplexé dans les rassemblements qu'on a au niveau des associations, etc., qui sont pro-RN. Ce serait décomplexé et il n'y aurait plus cette marge, entre guillemets, entre la réserve et l'action raciste, tout simplement. Ibrahim Keïta. Oui, alors, il faut dire une chose. Bon, c'est vrai que le Front républicain a marché, a fonctionné. Dieu merci. Ce que l'on... Quelle aurait été la vie sous Bardella ici en France, selon vous? Bon, c'est ce que j'allais dire en fait. Il n'y avait pas, de mon point de vue, il n'y avait pas lieu de... Même si Bardella... De paniquer, non? Non, oui, exactement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ils auraient bénéficié, et d'ailleurs, vous vous souvenez, Bardella, pour ceux qui ont suivi l'actualité, n'a jamais cessé de dire qu'il n'irait à Matignon uniquement que s'il bénéficiait d'une majorité absolue. Donc là, ils sont terminés dans les choux hier, ils ont même pas eu, ils ont été terminés troisième, mais même s'ils avaient, non seulement ils n'auraient pas eu la majorité absolue, donc, et avec une majorité relative, tout ce qu'ils proposaient dans leur programme aurait été bloqué au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils envisagent de faire, en fait, ce qu'ils envisagent de faire... Il n'y avait pas de risque qu'il arrive à Matignon, d'accord, très bien. Mais moi, la question que je pose, parce que finalement, on a tous douté, quoi qu'il en soit, s'il était arrivé à Matignon. Alors, s'il était arrivé à Matignon... Quelle aurait été l'atmosphère en France? Je rejoins déjà ce qu'a dit mon collègue d'à côté. Oui, c'est vrai déjà. Il serait davantage... Il ne faut pas non plus perdre de vue quand même que quoi qu'on dise, bien avant que se passe ce qui s'est passé avec la dissolution de l'Assemblée nationale, les chances qui étaient données au Rassemblement national d'accéder au pouvoir, quand même... La parole raciste était libérée depuis un moment quand même en France, le comportement raciste. Ça a pris simplement de l'ampleur parce qu'ils se sentaient revigorés, comme vous l'avez dit. Ils pensaient qu'ils allaient gagner et donc ils ont anticipé les choses. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce qui aurait aggravé les choses, si effectivement il était au pouvoir, en plus de cette parole, ces comportements racistes, il y aurait davantage de problèmes d'accès à l'emploi, des discriminations à l'emploi, au logement. Ça existe déjà, mais ça aurait pris de l'ampleur. C'est ce qui aurait été compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ces difficultés-là, pour accéder à un emploi, à un logement, voire aussi les boîtes de nuit ou certains endroits, eh ben, c'est qui sont les plus touchés. Effectivement, c'est les personnes d'origine étrangère qui sont les plus touchées, impactées. Qu'est-ce que ça aurait changé? Parce qu'il arrive à Matignon, il ne va pas changer les propriétaires de boîtes ou les gens de Pôle emploi. Alors, non. C'est quoi? C'est pas les changer. Les sanctions? Non, c'est pas les changer. Ce sont des gens qui ont la mentalité. C'est pas des gens... Moi, je vais vous dire... Là où oui, mais arrivé à Matignon, il n'allait pas changer donc tout ce personnel-là. Non, je ne parle pas de Matignon. Moi, je parle de la personne lambda, des gens qui sont dans les entreprises, des gens qui sont, comme vous dites, à Pôle emploi. Regardez, ADECO, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'affaire à un moment donné, a été condamné pour effectivement... parce que tout simplement, ils avaient reçu des instructions pour recruter uniquement et des entreprises qui donnaient des instructions pour dire qu'ils ne voulaient pas de noirs ou d'arabes dans l'entreprise. Donc en gros, c'est les comportements racistes qui n'auraient été plus sanctionnés et qui auraient finalement laissé la porte. Ça aurait fait plus d'ampleur et il y aurait moins de, je dirais, l'impunité ne serait plus d'actualité. Et je veux dire, et d'autant que je tiens à préciser pour conclure là-dessus, qu'il est extrêmement compliqué de démontrer qu'il y a eu des propos racistes, qu'il y a eu un comportement raciste. C'est très, très difficile à prouver. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que le racisme en France, même si les gens ont peur de citer le mot, oui, il y a du racisme, mais il est extrêmement subtil. Tout à oui, fait. Il y a quelqu'un qui peut avoir des propos racistes. Ah, je blaguais, des plaisanteries de mauvais goût, et en même temps, et puis dire, mais non, mais tu l'as mal pris. S'il n'y a pas de témoin, tu ne peux pas l'enregistrer, mais ça va nulle part. C'est comme à l'emploi. Il y a le plafond de verre, comme on le dit. Mais en politique, c'est la même chose. On met simplement des personnes, un petit peu la diversité cosmétique, comme on dit, on met quelques personnes en avant pour servant de bétail électoral pour attirer effectivement des personnes de sa communauté, parce que visiblement, on est bien content quand on dit que nos familles font beaucoup d'enfants pour qu'ils soient en capacité d'aller voter. Ça, c'est pas un souci. Mais j'ai tendance à minimiser un petit peu le risque, le fait que Bardella vienne au pouvoir. S'il était venu aux affaires, d'ailleurs, ils auraient échoué. Parce que pour moi, ils n'auraient pas... Pour le coup, ça, c'est une autre question et on est d'accord sur ça. Mais pour moi, il n'y avait pas de panique. Je me permets juste de rebondir. Rapidement, avant de donner la parole à Fatou. Très rapidement. En fait, je pense que le plafond de verre, il existe déjà. Quoi qu'il en soit, et il va continuer. Enfin, je ne pense pas que le Rassemblement national soit vraiment... Qu'il passe au pouvoir ou pas,
ça va changer quelque chose. Parce qu'il est déjà là, il est déjà établi. Lorsqu'on regarde l'organigramme des grandes entreprises françaises, à un niveau où, dès aujourd'hui, on ne peut déjà plus accéder à ces postes-là. C'est pour ça que je parle simplement de décomplexion. C'est-à-dire, ce sera beaucoup plus décomplexé la parole raciste. Exactement. Fatou Dia, vous êtes une femme noire vivant en France. On sait très bien que les femmes noires, racisées, ont les plus grandes difficultés en Europe. Comment avez-vous éventuellement vécu cette possibilité? Il faut rajouter quelque chose, et musulmane. Et musulmane, effectivement. Il faut le rajouter. Alors, vraiment, c'était un petit peu chaud, on va pas se mentir. Surtout, déjà, pendant l'entre-deux tours, on l'a vu, hein, le nombre de posts qu'on a vu sur les réseaux avec des personnes dans le bus, des personnes dans la rue. Qui se sont fait quoi, agresser? Oui, qui se faisaient agresser verbalement, bien évidemment. Hein, y a pas eu, ça n'en est pas venu aux mains, en tout cas pas à ma connaissance. Par des personnes, en tout cas, non colorisées, on va dire. D'accord, caucasienne qui a agressé des personnes. On le voit même au niveau des sportifs. Il y a un rugbyman qui s'est fait suspendre, qui s'est fait suspendre de l'équipe. Enfin voilà, en disant comme quoi il cherchait un arabe. Exactement, sa phrase c'était quelque chose, je paraphrase, mais c'était quelque chose du style si je vois un arabe, je lui fais un. C'est un terme c'est un terme du rugby, mais voilà, clairement, c'était pas sympathique. Donc oui, c'était un petit peu chaud. Honnêtement, je pense que clairement, on serait parti sur de la décomplexion puissance 1000, avec du coup des jeunes et des moins jeunes qui sont en train de se construire, qui seraient encore moins confiants, qui auraient encore plus peur. Là, on parle de plafond de verre. Le plafond de verre, il a un certain niveau. Avec, je pense, le RN au pouvoir, le plafond de verre, il aurait été divisé par 2. Parce qu'en fait, finalement, on aurait encore de moins en moins les possibilités de faire certaines choses et tout de suite, on nous ramènerait à couleur de peau, religion, vraiment background social. Non, je pense que ça aurait été compliqué. Et là, pour le coup, ça... Alors, après, peut-être, je suis peut-être choquée, mais peut-être que ça aurait été pas un mal pour un bien, parce que là, c'est vraiment trop extrême, mais peut-être que finalement, ça aurait élevé certaines personnes à se dire... Pourquoi pas un retour en Afrique? Pour le coup, effectivement, on parle peut-être d'autocensure. Effectivement, il y a un plafond de verre qui existera et qui existerait, même si Bardella est arrivé au pouvoir ou pas. Mais l'autocensure, c'est-à-dire que psychologiquement, le fait d'avoir peut-être le RN au pouvoir, les afrodescendants, les personnes racisées vont avoir moins confiance en elles, moins confiance à la société et finalement vont s'auto-censurer et ne pas oser arrêter certaines actions, etc. Est-ce que c'est possible? On peut le voir comme ça. Finalement, ça légitime les propos d'Ibrahima. En général, les situations extrêmes font ressortir le meilleur de nous. Donc je pense que moi, le fait que le RN passe au pouvoir aurait plutôt pousser les gens à plus s'affirmer. D'accord. C'est-à-dire à créer peut-être une économie plus forte entre nous, dans les diasporas, de manière générale, afin que nous puissions nous-mêmes, entre guillemets, s'auto-suffire. Ça se voit par exemple en Angleterre, où on voit qu'il y a beaucoup de... Même si le RN n'est pas passé, c'est un autre problème, mais on voit qu'il y a beaucoup de communautarisme économique. Moi, je pense qu'on se sera adapté à la situation et pas autocensuré. Très intéressant pour le coup, des points positifs, c'est-à-dire que si le RN était passé, vous dites que les gens se seraient peut-être un peu plus focalisés, intéressés au continent africain, vous dites qu'on se serait organisé ici en tant que membre de la diaspora. Donc finalement, c'est des points positifs qui auraient pu finalement être intéressants pour la communauté, pour les afrodescendants et pour l'Afrique. De toute façon, c'est connu, dans chaque situation négative, il y a des choses bonnes à en tirer. Donc, clairement, on en serait ressorti d'une manière ou d'une autre, un peu plus fort. Et vous, monsieur Ibrahima? Oui, mais à quelque chose, malheur est bon. Moi, je pars du principe que moi, c'est quelque chose, moi, j'ai pas la prétention d'avoir des talents de prémonition, mais il y a plus de 20 ans, moi, je disais que la France, à un moment donné, deviendra invivable. Et effectivement, Bardella aurait accès au pouvoir, c'est là où la France... c'est difficile, la France est difficile à vivre pour nous. Alors, avec Bardella et tous ses amis au pouvoir, ça aurait été pire. Et effectivement, là, on serait dans une posture d'instinct de survie qui nous aurait obligés, nous ayant la chance d'avoir un plan B, de se dire, il est grand temps, de commencer à s'intéresser à ce qui se passe dans nos pays d'origine et ce qu'on peut apporter par rapport, effectivement, aux compétences que l'on a, par rapport effectivement, à tout ce que nous avons appris, tout ce que la France nous a apporté. Et je pense que cette jeunesse aussi africaine serait tout à fait heureuse que nous puissions, effectivement, et puis sur le plan politique aussi, pour ceux qui ont fait de la politique, je pense à tout point de vue, on pourrait... Est-ce que cela aurait accéléré votre retour au pays ou vos actions au pays? On ne retourne pas au pays comme ça aussi. Il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies pour retourner au pays. Est-ce que ça aurait accéléré? Je ne dis pas de retourner le lendemain, mais est-ce que ça aurait accéléré
Votre retour oui, c'est-à-dire qu'il faut se faire un plan sur 5 vous dites apparemment c'est un plan B. Donc. Un plan B sur 5, en se disant, dans 5 ans, bon, on va commencer tranquillement, sans brusquer les choses, à préparer le retour. Donc pour cela, aller prendre la température au pays, commencer à développer ces réseaux, et voir un petit peu là où ça peut marcher, pour envisager à un moment donné, pourquoi pas, de s'installer. Messieurs, dames, est-ce que pour vous, avec Bardella au pouvoir, ça aurait accéléré finalement pour certains le retour au pays et voir les actions sur le continent africain? Je pense qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des personnes qui sont ici, enfin, il y a une diaspora qui est importante ici, il y a des personnes qui n'ont pas forcément vocation à rentrer au pays. D'un point de vue personnel, oui. C'est-à-dire que moi, personnellement, si jamais le RN passe ici en France, effectivement, ça va accélérer mon retour, entre guillemets, au pays. Mais il y a des personnes qui sont nées ici et qui n'ont pas vocation à vouloir rentrer en Afrique. Bien sûr. Donc ces personnes-là, ils allaient, entre guillemets, comme on l'a dit, effet d'aubaine par rapport à l'élection. Ils allaient s'organiser ici pour pouvoir développer. Et ça se voit, c'est-à-dire même avant que le RN ne passe, il y a déjà des chaînes de télévision panafricaines, comme celle-ci par exemple. Il y a des entrepreneurs ici qui ont créé leur écosystème avec les leurs. Donc en fait, ça allait juste accentuer cela. Donc c'est deux poids deux mesures. C'est-à-dire vous concernant? Moi me concernant personnellement, effectivement, j'allais, c'est-à-dire mes activités allaient beaucoup plus s'importer vers l'Afrique parce que je pense que c'est un continent vaste et qu'on a la possibilité de pouvoir faire, entre guillemets, du business là-bas plus facilement lorsque on connaît Fatou Dia, Head of Ripat Africa, une grosse association qui rassemble des gens de la diaspora. Est-ce que vous pensez que cela aurait eu un impact sur vos militants associatifs et qui, ceux-ci, se posent des questions à savoir on retourne au pays, oui ou non? Est-ce que ça aura accéléré? Je pense que dans une certaine mesure, oui. Comme l'a dit Frédéric à l'instant, tout le monde n'a pas vocation à partir. Et même au sein de Ripat, tout le monde ne rentrera pas. Entre guillemets. Néanmoins, ça n'empêche que voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de rentrer qu'on n'a pas envie d'y faire des choses, on n'a pas envie d'avoir un lien un peu plus proche que juste y aller une semaine ou 2 semaines tous les 5 ans. Moi, pour ma part, forcément, personnellement, vu que c'est déjà un plan, je n'ai pas attendu la montée du RN ou ce qui s'est passé le mois dernier. Mes enfants ont tous des passeports africains, moi-même. Et en fait, non... Forcément, on a envie de faire des choses et oui, il y aurait une certaine accélération. En tout cas, des actions auraient été prises. Voilà. Certains, peut-être, n'ont pas justement de passeport africain. Peut-être que ça leur aurait... tiens, attention, peut-être que il serait temps que j'aille prendre mon rendez-vous à tel ou tel consulat parce que on ne sait jamais, il vaut mieux avoir un plan B. Exactement. Je pense que... c'est important de le dire, quand on parle de retour au pays, ça peut être un retour physique, mais ça peut être aussi un retour financier, via des investissements, via de l'achat immobilier, etc., etc. Donc ça, c'est important de le dire. On n'a peut-être pas vocation à vivre sur le continent africain, mais on peut assurer ses arrières en se disant, bon, s'il se passe quelque chose ici, au moins j'ai construit quelque chose, j'ai bâti quelque chose, j'ai investi quelque part. On est d'accord, Ibrahim? Oui, c'est effectivement avoir surtout le sentiment de ne pas avoir vécu pour rien, ici de ne pas avoir travaillé pour rien, en passant son temps juste à travailler, à produire et surtout payer des impôts. Moi, je dis toujours que ce que vous disiez est très juste. Tout le monde n'a pas vocation à rentrer, tout le monde ne pourra pas rentrer, parce qu'il y en a qui ne le souhaitent, il y en a qui ne le souhaitent pas. Chacun a son plan. Mais je dis simplement que on a des choses ici qu'on n'a pas là-bas. Et inversement, on ne peut pas tout avoir au même endroit. Donc par rapport à ça, effectivement, moi je suis comme toi aussi. Moi j'ai aussi mon passeport africain depuis bien longtemps. Et je pense que c'est vrai aussi, il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont africains d'origine, mais qui ne connaissent pas leur pays d'origine, qui n'y ont jamais vécu, donc qui n'ont pas plongé dans la culture de leur pays, le fonctionnement, la mentalité, les traditions, etc. etc. C'est pas juste d'y aller pour dire j'ai passé des vacances dans un hôtel au bord de la piscine, quoi. Mais c'est de connaître l'Afrique profonde et pourquoi pas aussi c'est son village, s'il est issu d'un village. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique, quoi qu'on dise, pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de l'Afrique? Parce que l'Afrique est un terrain vierge encore. Il y a encore énormément de choses à faire et ce serait dommage que ce soit des personnes d'origine étrangère qui s'approprient le développement du continent africain à notre place. Donc je pense que ce serait encore une faute. Ça veut dire qu'en fait, finalement, non seulement on considère que ça devient invivable ici, et en même temps on n'a rien préparé de l'autre côté. Mais c'est encore pire, ça c'est la double peine, quoi. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience-là, un pied ici, un pied là-bas dans un premier temps. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut faire le va-et-vient. Et puis à un moment donné, quand il y a une belle opportunité, je vous prie de croire que la qualité de vie, elle est bien meilleure chez nous en Afrique, de mon point de vue.
Donc, je vais vous donner la parole dans un instant. Vous êtes, pour certains, binationaux, français d'origine sénégalaise, français d'origine malienne. Vous êtes français d'origine camerounaise, parce qu'il n'y a pas de binationalité là-bas. J'ai aussi. Hein. Et vous êtes 3 nationalités. Vous vous sentez plus quoi? Vous vous sentez plus quoi? Plus français, plus malien, plus sénégalais, plus camerounais, ou les deux? Vous aimez la France comme vous aimez vos pays d'origine? Juste pour faire un parallèle avec ce qui a été dit avant, rapidement, je pense que le gros problème des membres de la diaspora, c'est que parfois ils choisissent le continent par dépit. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui est cristallisé sur le fait qu'on rentre parce qu'il y a le RN qui monte. Tandis que je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut faire le pas dans un nouvel endroit économique, de manière générale, comme le continent africain, il vaut mieux partir pour les bonnes raisons que pour les mauvaises raisons. Ça peut être déclencheur, quoi qu'il en soit. Il faut des fois une raison, un électrochoc. Certes, mais peut-être est-ce que ce n'est pas ça qui va nous conduire donc à l'erreur, le fait de partir sur la précipitation et entre guillemets parce que on va dans un état d'esprit plutôt de fuir parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Je pense qu'il faudrait aborder la question d'une autre manière. Ou avoir conscience tout simplement qu'il faut avoir un pied sur les deux continents. Tout à fait. Et maintenant, pour revenir donc à votre question, honnêtement, moi, ce que je me sens le plus, en fait, aujourd'hui, je me sens autant camerounais que français. Parce que toute mon éducation en tant que jeune homme, a été faite au Cameroun. Je suis arrivé en France pour mes études à 18 ans et la France m'a aussi beaucoup apporté au niveau universitaire, aussi au niveau de mon expérience professionnelle. Donc, je me sens autant camerounais que français. Vous aimez autant le Cameroun que la France? J'aime autant le Cameroun que la France dans diverses approches. Par exemple, au niveau du sport, je supporte plus les Lions indomptables du Cameroun. Mais pour d'autres aspects, je supporterais plus la France. Par exemple, s'il y a, exemple, pour le basketball, si la France joue contre le Cameroun, je supporterais la France. Donc, je réitère mes propos. Vous aimez autant la France que le Cameroun. Tout On est d'accord? Tout à fait. Monsieur Ibrahima Keïta, originaire du Mali et franco-malien? Franco-malien, oui, né en France. Parce qu'après, tout dépend de tout à chacun. Il y a qui sont naturalisés. Moi, je suis né en France. Bon, on ne choisit pas son lieu de naissance. Je suis originaire du Mali. Je connais bien mon pays d'origine également. J'y vais souvent. J'y ai vécu d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'Africains. Moi, j'ai eu cette chance quand même d'avoir découvert mon pays d'origine, le Mali, et d'y avoir vécu pendant une dizaine d'années pour ensuite, après l'obtention du baccalauréat pour mes études supérieures ici. Mais j'ai tendance à dire que, après avoir analysé un petit peu tout ce que j'ai vécu en France, je me dis que peut-être moi comme d'autres, on aura plus la possibilité d'être utile, connu et reconnu, voire d'accéder à des fonctions auxquelles on ne pourrait jamais espérer ici en France. Donc là, ce sont des intérêts personnels. Moi, je parle du cœur. Après, on va en parler en deuxième partie. On est déjà presque au terme de la première partie, s'il vous plaît. Okay. La question, elle est très claire. Écoutez, je serais tenté de dire, après là-dessus, effectivement, je rejoins Frédéric. Je suis français. La France m'a beaucoup apporté. Tout comme j'ai aussi, mon pays d'origine m'a beaucoup apporté aussi. Donc, c'est effectivement difficile pour moi de choisir entre les deux. Donc, je rejoins ce que Frédéric a dit. Je me sens aussi... Mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que l'Afrique nous regarde, les Africains nous regardent, les gens de la diaspora nous regardent, et se posent cette question-là, savoir, mais finalement, ces gens de la diaspora-là, ils sont de quel côté? Ils sont avec nous? Ils sont... je vais dire une chose. Moi, j'ai déjà dit de façon décomplexée. Mon origine passe avant ma nationalité. Je ne suis pas français, franco-français, ça se voit. Voilà, donc je suis fier de ce que je suis. La preuve, vous voyez, je suis bien africaine. J'aurais pu porter le costume, j'en ai des costumes pour c'est pas ce qui manque. C'est pas parce qu'il fait chaud non plus, mais c'est parce que effectivement, j'aime affirmer mon africanité aussi. Je suis fier de ça. J'aime. Tout comme je sais m'adapter à mon environnement. Je vais dans des endroits, effectivement, dans les entreprises, c'est pas ça que je vais porter. Je serai comme mon ami Frédéric. Quand je vais dans des endroits africains, comme ce sera peut-être le cas demain ou après-demain, je porterai, et avec fierté, ma tenue africaine, parler la langue de mon pays, ce qui n'est pas donné à tous nos jeunes Africains. Bien sûr. Donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, j'aime autant la France que le Mali, mais je suis fier de mon africanité. D'accord. Est-ce que c'est une question auquel il est difficile de répondre? Des fois, parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de facteurs qui font que, et surtout le contexte va faire que des fois, on sera plus français, on se sentira un petit peu plus français que sénégalais ou malien, africain de manière générale. Moi, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée à des moments, notamment avec le foot, où clairement, très 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 longtemps, j'ai été sénégalaise, entre guillemets, et surtout en 2002. Pour le coup, c'est le foot à la rigueur, ça c'est le jeu, il y a aucun problème. Mais quand on parle plutôt des questions peut-être politiques, des questions relationnelles entre les deux continents, là c'est des questions de fond, c'est-à-dire voire structurelles.
pareil, je vais vraiment... On peut se sentir... Alors, le Mali, je ne me prononcerai pas parce qu'en fait, c'est le pays de mon père. Malheureusement, j'y ai été 2 fois quand j'étais petite, donc je ne connais pas ce pays. Le Sénégal, en revanche, j'y ai vécu pendant plusieurs années lors de mon adolescence. J'y étais à l'école, donc voilà, j'ai un peu plus de liens avec ce pays-là. Lors de ce qui se passait lors des élections du Sénégal, avec mon mari, puisqu'il est également sénégalais, c'était ce qu'on regardait à la télé. On ne regardait pas BFM, on ne regardait pas C8, c'était TFM, point. Donc il y a un attachement, en tout absolument. cas, dire que la diaspora n'est pas déconnectée, non, la diaspora absolument. suit ce qui se passe sur le continent africain, la diaspora soutient ce qui se passe, en tout cas, pour certaines questions. On parle les langues de nos parents, en tout cas, pour ceux qui ont la chance de l'avoir depuis qu'ils sont tout petits, tant mieux. D'autres l'ont appris. Moi, par exemple, j'ai appris le Wolof quand je suis partie au Sénégal. J'étais jeune, donc ça a été plus facile, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont adultes, qui apprennent ces langues-là. On a énormément de sociétés qui aujourd'hui dispensent justement ces enseignements-là. Et oui, on a envie de faire partie intégrante parce qu'en fait, finalement, on est l'un et l'autre. Faire partie intégrante aussi bien dans votre pays d'origine qu'ici en France. C'est même pas un 50%, je suis 100% de l'un et 100% de l'autre. En fait. Merci, on va terminer sur ces mots-là, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Vox Live, votre émission qui parle d'actualité, qui parle des problématiques et tout simplement des questions qui concernent l'Afrique, les Africains et les Afro-descendants. Petite pause et puis on revient dans un instant. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos 3 invités du jour. Le thème du jour, c'est « Il s'engage pour l'Afrique ». Alors pour le coup, on a choisi, je pense, les meilleures personnes pour représenter la diaspora qui s'engage sur le continent africain. Alors, on va commencer avec vous, Frédéric Tchongui. Vous êtes à la tête de eConnect Finance, eConnect Learners. Exactement. Alors, comment vous vous engagez pour le continent africain? Que faites-vous concrètement pour le continent africain? On sait que vous avez décidé d'accompagner la jeunesse parce que vous considérez que le développement du continent africain se fera avec la jeunesse, grâce à la jeunesse et surtout pour la jeunesse. Alors, premièrement, comment moi j'ai décidé de m'engager, c'est d'abord d'aller sur le continent. Parce que c'est important d'abord d'y aller et de comprendre les différents enjeux. Et peut-être première question, pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes arrivé en France, vous avez étudié, vous êtes né au Cameroun, venu en France pour étudier et finalement retour au pays via vos investissements. Non, tout simplement parce que l'Afrique fait partie de moi et je ne peux pas me dire que je travaille à 100% en Europe et que je n'ai pas aussi un pied en Afrique, c'est totalement impossible. Parce que dans mon ADN, l'Afrique est vraiment représentée. Donc c'est d'abord pour cette raison-là et ensuite maintenant pour aussi comprendre comment l'Afrique évolue. C'est pour ça que je m'y rends quasiment chaque année dans différents pays pour voir comment les choses évoluent. Et je dis toujours cette chose, ce dicton, comment on peut le qualifier, pour connaître l'environnement économique d'un pays, il faut connaître à la fois les associations de jeunes étudiants, il faut les rencontrer, et il faut aussi rencontrer les associations des jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont réellement le pouls sur le pays. Les étudiants ont dans la difficulté de trouver un stage et les entrepreneurs dans la difficulté qu'ils ont à développer leur entreprise. Donc, mon entreprise, donc iConnect Finance et Learners, on va plutôt parler d'abord de Learners. Learners fait de l'accompagnement. C'est-à-dire que la première mission de Learners, c'est de faire de l'accompagnement à partir de la diaspora vers le continent, mais aussi intra-continent. Je m'explique. Lorsque, par exemple, il y a un auteur qui sort un livre et il nous contacte et nous dit « Moi, j'aimerais faire tel et tel pays et rencontrer telle et telle personne. » Que ce soit les institutionnels, que ce soit les universitaires. Donc, nous, on le met en relation donc, avec ces différents organes, entre guillemets, pour qu'il puisse faire son tour et faire parler de son livre. Par exemple, on a un client, pour prendre un exemple concret, on a un client qui nous a contacté et qui nous a dit, moi j'aimerais faire le Congo, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Est-ce que c'est possible que vous m'arrangez le coup? Donc moi, grâce à mes contacts qui travaillent sur le terrain, je suis capable de le mettre en relation avec différentes personnes. Ça peut aller du ministre, pour le coup, ça a but lucratif, c'est-à-dire que là, vous avez... Oui, là, ça a but lucratif, oui, parce qu'il faut bien qu'on se rémunère, bien sûr. Entendu. Et ensuite... Donc, il fait son tour. Et l'une des autres actions que nous menons, c'est d'aider les jeunes à comprendre aussi l'environnement dans lequel ils sont au niveau économique. Pourquoi? Je prends encore un exemple vraiment concret. Je me suis rendu au Congo dans un forum et j'ai eu le temps de discuter donc avec des officiels du forum. Et j'ai posé, parce que du coup je parlais en tant qu'intervenant principal, j'ai demandé aux jeunes, est-ce que vous savez que l'État congolais met à disposition des terrains
qui, à moindre coût pour vous permettre de faire de l'agriculture. Beaucoup ne le savaient pas. Donc déjà, faire cette connexion-là entre les jeunes et, entre guillemets, les pouvoirs publics. Leur dire que voilà, il y a certaines choses qui sont mises en place pour vous pousser à aller dans l'entrepreneuriat. Troisième action, c'est la ZLECAf. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine qui a été mise en place. Donner aussi aux jeunes les outils, aux jeunes qui souhaiteraient s'exporter en dehors de leur pays, leur donner les outils pour comprendre cette ZLECAf et pouvoir se l'approprier et développer, entre guillemets, comprendre les barrières douanières qui sont mises entre les pays, voir ce que la ZLECAf fait pour contourner ces barrières douanières-là, pour qu'ils puissent développer leurs Est-ce que vous êtes en activités. adéquation avec les besoins locaux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que ce que vous apportez, la solution que vous apportez, les solutions que vous apportez sont attendues, sont nécessaires, sont demandées par les locaux? Oui, Parce que souvent, on dit que la diaspora est déconnectée, c'est-à-dire qu'elle arrive avec ces choses qui ne servent à rien. C'est pour ça que j'ai pointé au début l'importance de voyager dans ces pays-là, pour comprendre ce qui se passe. Non Voyager, c'est bien. Aller où? Dans des centres de vacances? Comme j'ai dit, c'est-à-dire rencontrer les deux organes les plus importants, les jeunes entrepreneurs et les étudiants. Les rencontrer, leur demander. Voilà, de quoi est-ce que vous avez besoin? Auditer leurs besoins. Exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, on propose une solution. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Aussi, nous avons mis en place une connexion entre les professeurs étrangers et aussi des universités. Donc, par exemple, toujours au Congo, on travaille avec une université où ils avaient besoin de personnes qui accompagnent dans l'IT. Donc, nous, ici, on rencontre des personnes, des différents professeurs dans l'IT. On les connecte donc avec ces universités-là et ils peuvent faire des cours par visioconférence, soit les professeurs se déplacent sur place. Donc c'est vraiment de l'accompagnement, un accompagnement très très poussé, mais aussi très concret par rapport aux besoins des jeunes et aussi des universités. Et le dernier point de Learners, c'est nous avons acheté des terres au Congo. Du coup, par rapport à ce qu'on a compris, on a acheté donc c'est très concret. À moindre coût et on les, entre guillemets, loue à ces jeunes-là gratuitement pendant 5 à 10 ans. Donc, ils ont le droit d'exploiter ces terres-là pendant 5, c'est des hectares. Je vous prends un exemple concret. Un hectare peut coûter à peu près 150 € pour un hectare de terrain. Donc, c'est énorme. Très loin de la capitale, certes, mais c'est énorme. Si jamais on veut cultiver un hectare de terrain, il y a de quoi faire. Donc, on les accompagne, on met donc ces terrains-là à disposition. Et eux, maintenant, ils peuvent les cultiver et on voit ce que ça donne. On vient de démarrer le projet. D'accord, vous y gagnez quoi? C'est-à-dire que vous leur offrez la possibilité de travailler la terre et de gagner un revenu à travers la terre. Exactement. Mais non, nous, on ne prend rien du tout. Très bien, c'est très concret. Oui, parce que, premièrement, j'estime que il est important de les soutenir dans leurs actions. Bien sûr. Et deuxièmement, on a déjà un autre axe où on se rémunère, c'est-à-dire la mise en relation. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que du monde ont tapé aux portes? Parce qu'on dit souvent que la jeunesse, les métiers ruraux, les métiers agricoles ne les intéressent pas, ils préfèrent être dans un bureau climatisé. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, quand vous avez lancé donc, cette possibilité, cette action-là, est-ce que vous avez eu du monde au portillon? Le gros problème, c'est que beaucoup de problèmes ou pas d'ailleurs, c'est que beaucoup de jeunes se rendent compte que les métiers climatisés, il n'y a pas assez de place. C'est-à-dire que dans les administrations, il y a déjà un certain nombre de postes vacants et il y a beaucoup plus de jeunes qui ont besoin de travailler. Et malheureusement, parfois, on n'a pas développé les autres métiers, c'est-à-dire par exemple l'ingénierie ou la finance ou d'autres corps de métiers où ces jeunes-là pourraient se greffer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ils font, entre guillemets, ce qu'ils ont compris, c'est que peut-être les métiers de l'agriculture peuvent les aider, entre guillemets, c'est-à-dire à se rémunérer. Et à vivre convenablement. Et passer et faire un projet concret. Bien sûr. Donc en tout cas, s'il y a une prise de conscience, c'est très, très, très bien. Quoi que ce soit, on reviendra vers vous dans un instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On continue avec vous, Fatou Dia. Donc, vous êtes aide chez Ripat Africa. Donc, Ripat Africa, c'est une association dont on entend énormément parler en ce moment. Elle fait un peu le buzz, comme disent les jeunes. Donc, très actif sur les réseaux sociaux. Donc, vous faites des financements, vous faites des voyages, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous promouvez le continent africain à travers des images, à travers des opportunités, à travers des actions concrètes. C'est pour ça qu'on vous a invité. On voulait savoir en quoi consiste Ripat Africa, ce que vous faites et pourquoi vous avez autant de succès. Tout d'abord, merci pour l'invitation, vraiment. Alors, donc Ripat Africa, c'est une association, c'est pas du tout une société. Donc, c'est une association qui a été fondée il y a 4 ans par Kara Diaby, donc qui est l'actuel président. Donc, c'est une association qui est composée de plus de 400 membres, donc originaires de la diaspora,
mais également basés en Afrique. Donc vraiment, on a un mix à ce niveau-là. L'objectif premier de Repat Africa, c'est vraiment d'inclure les diasporas dans le développement socio-économique de l'Afrique. Vous le disiez tout à l'heure, on a énormément de personnes qui sont actuellement sur le continent, qui font de l'argent. Malheureusement, nous, on est quasiment absent de l'échiquier, en fait. Et ce n'est pas normal, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on facilite les migrations. Donc déjà, en fait, pour les retours, parce qu'on le disait, tout le monde ne rentrera pas. Par contre, pour ceux qui souhaitent rentrer, on aimerait leur faciliter les choses. Ça passe, par quoi est-ce que ça passe? Ça passe par des échanges interculturels, ça passe par des partages d'expériences, parce qu'il faut savoir que chez Repat Africa, on a à peu près 70 membres qui vivent de manière régulière sur le continent. Donc un peu partout, on a une trentaine de nationalités, avec le peloton de tête qui est bien évidemment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et maintenant le Bénin qui arrive en force. Donc ça va être une première partie, donc vraiment le faciliter les migrations. C'est-à-dire que les gens de la diaspora et afro-descendants, parce qu'il y a aussi les Antilles qui sont totalement intégrés, peuvent rejoindre Repat Africa pour faciliter leur retour au pays. Mais déjà se rendre compte, vous l'aviez dit, il faut qu'on sache ce qui se passe sur place. C'est pas en regardant la télé qu'on s'en rend compte, et c'est pour ça en fait qu'on organise des voyages, donc on appelle communément les Repat Tours. On a déjà organisé donc au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce sont des voyages immersifs avec une dizaine de personnes où donc on arrive sur place, et vraiment le but, ce ne sont pas des vacances du tout, c'est vraiment de se rendre compte des opportunités locales. Donc c'est rencontrer des entrepreneurs locaux, petits, grands. Vraiment, on va très bien pouvoir rencontrer, on a déjà eu l'occasion de rencontrer donc un éleveur, un cultivateur de fraises au Sénégal. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a des fraises qui sont cultivées au Sénégal, tout comme un Stanislas Zézé. Voilà, donc vraiment, le but, c'est vraiment d'entrer en contact avec tous les acteurs de l'écosystème économique pour qu'on puisse se rendre compte que, voilà, demain, j'ai envie de m'installer en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin ou ailleurs. Voici la marche à suivre, voici le plan d'action. Sachant que dans la foulée, on a également donc des personnes qui sont sur place. Donc tout de suite, il n'y a plus cette peur de se dire « Ah oui, mais je vais y aller et puis je vais être tout seul ». Non, le réseau est là. Et ça, malheureusement, on sait, enfin, beaucoup sont partis pour des vacances. Beaucoup vont également dans des pays qui ne sont pas les leurs. Il y a énormément de personnes ça, vous le constatez, ça? Absolument. Vous le remarquez? Absolument, absolument. Vraiment, on se rend compte que voilà, pour ceux qui osent franchir le pas, ils n'ont plus peur, ou en tout cas un petit peu moins peur d'aller dans des pays dont ils ne sont pas originaires. Donc la diaspora est panafricaine? Complètement. Complètement. Ça va passer également donc, par l'engagement de la communauté. Donc il faut savoir que effectivement, moi je gère la partie un peu événementielle, entre autres. Et clairement, c'est de l'animation, donc par des événements networking, par des pitch nights, par des Repat Talks, donc qui vont être en fait inviter une personnalité ou une personne qui a une valeur ajoutée, qui peut nous apporter des choses, qui puisse voilà, partager son expérience. Et enfin, l'un des volets qui n'est pas des moindres, c'est le volet économique. On sait que maintenant, ça, c'est très important, et pas que maintenant d'ailleurs, depuis toujours, pour pouvoir faire valoir sa voix, il faut faire valoir son porte-monnaie. C'est un constat qui est là et qui est indéniable. Et comment ça se matérialise tout ça? Chez Repat Africa, ça se matérialise par notre propre véhicule d'investissement, donc qui s'appelle Repat Invest, qui permet aux membres de Repat Africa de pouvoir investir dans des sociétés à fort potentiel. À fort potentiel économique, mais également sociétal. C'est-à-dire ça va être de la création d'emplois. Ça va être... voilà, vraiment, on veut développer les choses, faire en sorte que les conditions s'améliorent. Notamment, on a bouclé une levée de fonds il y a quelques mois avec Kemet Automotive, donc qui se veut, comme on aime le dire, être le futur Tesla africain. Donc voilà, Kemet Automotive, c'est une entreprise africaine, absolument, créée par des Africains. Absolument. Et ça, c'est important, c'est... Complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit des Africains afro-descendants. Alors, qu'ils soient en France ou en Afrique, l'essentiel, c'est vraiment qu'il y ait un impact, un vrai. Et pas juste faire un ROI intéressant et se dire, c'est bon, on fait un exit et puis on prend notre argent et on s'en va. Non, on veut vraiment du long terme. Et c'est ce que permet Repat Invest, enfin Repat Africa via Repat Invest. D'accord, c'est très très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de synergies qui peuvent être faites sur ce plateau e-Connect qui est plutôt Afrique centrale. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes plus Afrique de l'Ouest pour l'instant. Exact, c'est vrai, mais on arrive. Exactement. Donc on va continuer avec Ibrahima Keita. Donc vous êtes à la tête de plusieurs associations. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les Lumières de la diaspora. Je pense que le titre est très parlant, le nom. Alors, qu'est-ce que c'est les Lumières de la diaspora? Qu'est-ce que vous faites pour le continent africain, notamment pour le Mali, je crois?
Oui, mais c'est beaucoup plus ciblé, effectivement. Bon, je serais tenté de dire que, bon, charité bien ordonnée commence par soi-même. L'Afrique est très vaste. Même si on se contente uniquement de l'Afrique francophone, il y a beaucoup de choses à faire. Et bravo pour ce que tu fais. Merci. C'est admirable. Je t'écoutais attentivement. Lumière de la diaspora, c'est une structure associative également, dont l'objet porte essentiellement sur les mobilisations des compétences. C'est-à-dire que ce sont des personnes issues de la diaspora ici, maliennes, qui ont déjà un emploi dans des secteurs d'activité différents. Et effectivement, le but, c'est de faire en sorte qu'ils puissent, dans le cadre de transfert de compétences, dans le cadre de partage d'expertise, sachant que l'on soit diplômé, ce n'est pas une structure élitiste, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des diplômés. Ça peut être des diplômés, ça peut être des non-diplômés, parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas forcément diplômés, mais qui ont des compétences, parce qu'ils ont travaillé pendant 30 ans dans le même métier. On veut beaucoup faire jouer l'intergénérationnel aussi à ce niveau-là. Pas que des jeunes, des moins jeunes aussi, des retraités qui peuvent aussi apporter. Et que ce soit, on sait, au Mali, c'est un pays multi-ethnique, donc toute ethnie confondue. C'est-à-dire que vraiment, elle se veut la plus inclusive possible pour, effectivement, compte tenu de l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Mali, ce qui m'intéresse au plus haut point, moi j'ai toujours considéré que le développement du Mali ne pourra pas se faire sans l'apport de sa diaspora. Bon, économie, ça a déjà été prouvé, l'argent qui rentre, ça c'est pas un problème, mais je pense que le pays, comme beaucoup d'autres pays africains de mon point de vue, le Sénégal l'a fait à l'époque, Macky Sall l'a fait, même avant Macky Sall, Ouattara, on dira ce qu'on voudra, l'a fait aussi, mais il faut aussi, on parle un peu politique, je suis désolé, mais il faut qu'il y ait une réelle volonté politique aussi pour rendre attractif aussi les personnes qui veulent rentrer. Et pour le coup, ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on vous a contacté? Est-ce que pour le coup, c'est... Alors, j'allais venir, parce que oui, de ce point de vue-là, moi, j'ai eu la chance, oui, effectivement, lors d'un de mes voyages au Mali, de rencontrer le ministre des Maliens établis à l'extérieur. Donc, je lui ai parlé, effectivement, de ce point. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on attend quoi que ce soit de l'État, c'est juste pour leur dire, voilà, nous on existe, voilà, parce que pour faire en sorte qu'à terme, que les Lumières de la diaspora soient effectivement la structure référente en termes de vivier de compétences. On dit, voilà, si vous cherchez des compétences, elles sont là. Et bien entendu, à titre bénévole, on n'est pas là pour faire du business, parce qu'il faut aussi mettre en place, moi je me suis beaucoup... J'adore franchement ce président charismatique qui malheureusement a perdu la vie à Dallas dans les années 60, qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy, qui disait toujours... demandez-vous ce que vous pouvez apporter à votre pays, plutôt que de demander ce que vous pouvez vous apporter. Et donc ça se fait, c'est une façon à moins de dire aux gens, on va dire de titiller un petit peu la fibre patriotique. C'est une démarche purement patriotique. Je le fais à titre bénévole. La France m'a donné énormément. J'ai des connaissances, j'ai des compétences. Maintenant, effectivement, vis-à-vis de cette jeunesse-là, cette fois-ci, cette jeunesse-là qui est désœuvrée, quand on voit le système éducatif qui est en parfaite déliquescence, c'est de faire en sorte, effectivement, et aussi dans l'administration, parce que la fonction publique n'a pas vocation à pouvoir recruter tout le monde. Oui, c'est vrai, il faut créer des TPE, PME, oui, mais pas que. Le secteur aussi, le tissu industriel aussi. Il faut industrialiser pour éviter l'exode rural, pour que les jeunes qui se trouvent dans les régions, dans les villages, ne puissent pas venir gonfler les populations dans la capitale. Il y a déjà une surpopulation dans la capitale, pour qu'ils puissent également faire aussi des métiers, exercer aussi des métiers, parce qu'il y a eu des industries qui ont été créées. Donc, de ce point de vue-là, on est là-dessus depuis 4 ans, ça se passe plutôt bien. Le but, effectivement, est que ces personnes-là puissent apporter leur savoir, soit en visio, mais on sait très bien qu'au niveau numérique, on est encore en retard, mais c'est de se déplacer parce qu'on nous aura fait appel pour telle ou telle personne, ou alors aussi aller donner des conférences dans des universités, dans des grandes écoles, auprès de ces étudiants-là, pour leur dire, voilà, et puis surtout, que ces personnes parlent aussi de leur parcours de vie aussi en France, de ce que je suis, de ce que j'ai été, et bien entendu, tout ceci concourt à faire en sorte qu'il y ait du networking, du réseautage, etc. etc. C'est très intéressant ce que vous dites, mais finalement, comment ça se concrétise sur le terrain? Est-ce qu'on vous appelle? Quels sont vos interlocuteurs sur place? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait appel à vous et on considère vraiment que c'est une valeur ajoutée? On n'en est pas encore à ce stade-là, pour une raison très simple. Parce que nous, on a créé, c'est pas très longtemps, même pas 3 ans, on est encore en stade embryonnaire. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place aussi, indépendamment du bureau classique d'une association, on a mis en place des commissions par thème. Un président de commission santé, un président de commission entrepreneuriat, un président de commission éducation, etc., etc. Donc, ce qui fait que dans ces présidents de commission-là, on des membres, des personnes qui se disent, moi, ça m'intéresse de participer aux travaux de telle commission. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait dans ces commissions-là? Dans ces commissions-là, on a un partenaire au Mali, qui est basé au Mali, effectivement, parce que le but, c'est que quand les gens aussi vont au Mali, qu'ils ne soient pas complètement paumés, qu'ils sachent à qui s'adresser là-bas aussi, parce que c'est un peu la jungle, entre guillemets, par moment. Et là,
qu'est-ce qu'ils font comme travaux? C'est en deux étapes. La première étape, c'est d'abord le constat. Le constat au Mali. De quoi manque le Mali dans le domaine de l'éducation, par exemple? D'accord, donc une personne de la commission éducation le président, va aller sur le continent. Donc, non. Comme on a un partenaire là-bas qui a une parfaite connaissance des réalités de là-bas. Il vous envoie les informations. Donc lui, il va nous dire, après, chacun d'entre nous, nous faisons aussi des va-et-vient, donc on fait des constats aussi quand on va au Mali. Mais lui, il va nous dire concrètement, effectivement, bon, voilà, nous, le constat, le diagnostic, il est le suivant. Il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Un état des lieux, très bien. Un état des lieux. Exactement, un état des lieux, parce qu'il manque de ressources humaines qualifiées, il manque au niveau des infrastructures, il manque ça et ça, il manque tant au niveau du matériel, etc. Ou des enseignants qui ne sont pas très bien formés. Et après, qu'est-ce qu'il se passe? Après, maintenant, dans un deuxième temps, après le constat, nous, on fait des recommandations. On fait effectivement des recommandations en disant, ben voilà, à partir du moment où on a fait le constat, nous, effectivement, qu'est-ce que l'on fait comme recommandations qui seront soumises après à l'État malien, aux autorités maliennes, en disant, voilà la contribution des lumières de la diaspora dans tel et tel domaine pour le Mali. D'accord, donc pour l'instant, on en est encore aux recommandations. Oui, on en est pour l'instant. Alors, c'est à la rentrée, pour être plus précis, c'est à la rentrée que les commissions vont réellement travailler sur ces différentes thématiques-là. Donc, on n'en est pas encore... Bon, les choses se font aussi par étapes, on ne veut pas brûler les étapes non plus. Mais en tout cas, j'ai déjà pris attache avec les autorités maliennes là-dessus, notamment le ministre. Est-ce que vous considérez qu'elles sont réceptives à votre... Bon, vous savez, les politiques, ils sont toujours réceptifs à tout. Bon. Mais nous, on n'est pas... Vous êtes confiant? Vous êtes confiant parce que pour le coup, c'est un beau projet. Oui, je sens un réel engouement. Je sens un réel engouement de la part, effectivement, parce que quoi qu'on dise, il y en a beaucoup aussi qui disent, ah ouais, il fallait y penser pour le faire, et il y en a beaucoup, quoi qu'on dise, mais pas tous, qui aussi espèrent occuper des postes à responsabilité au pays, parce que les compétences, il manque de compétences, et ce, dans tous les domaines. Et ce sont des gens qui, de par leurs compétences, méritent d'occuper telle ou telle fonction. Après, l'aspect salarial et compagnie et tout le reste, ça c'est autre chose. Mais qui peuvent, effectivement, qui aspirent à rentrer au pays, et ce serait un plaisir pour eux de partager leur expertise, leur connaissance, tout en ayant un poste qui soit conforme aussi à leur parcours professionnel et académique. Dernière question, donc sans l'aval de l'État, sans éventuellement tout simplement la participation de l'État malien, vous n'allez pas pouvoir continuer vos actions? Ah mais bien sûr que si. On est d'accord? Ah non, on est complètement... Non, moi je veux dire, une fois de plus, c'était une démarche simplement de dire, voilà ce qu'on est en train de faire pour participer, nous... Donc vous allez rentrer en contact directement avec les écoles, les écoles, le patronat aussi. Les universités, etc. Oui, exactement. Pour toucher directement les personnes concernées. Exactement. Très très bien, c'est très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui souhaitent rejoindre ces différentes associations, donc Ripat Africa, Lumière de la diaspora, donc très intéressant. Et si vous êtes plus Cameroun, Congo, donc on a notre cher Frédéric Tchoungui. Donc nous sommes presque au terme de cette émission. Donc rapidement, donc, la question que je souhaite vous poser avant de clôturer, est-ce que vous vous connaissiez ou pas? Vous êtes membre de la diaspora, vous êtes quand même 3 grandes organisations de la diaspora, est-ce que vous vous connaissiez? Sinon, il y a un problème. La réponse? Non, malheureusement, je ne les connais pas. Non. Non plus? Non plus. Donc il y a un problème. D'accord. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Il n'y a que des solutions. Dernier point, je vous laisse faire, vous avez 5 secondes, c'est vraiment le réalisateur qui nous dit qu'on n'a que 5 secondes pour faire un tour de table et on clôture sur cela. Alors, non, moi personnellement, je pense que lorsqu'on va entreprendre en Afrique, c'est important d'abord d'aller sur place pour voir les réalités du terrain, tâter vraiment le terrain, rencontrer les pouvoirs publics, rencontrer surtout des associations et discuter avec les personnes qui qui sont au contact directement de ce qui se fait sur place. Et c'est aussi, je pense que c'est un point très important que les personnes oublient, aussi regarder le droit de chaque État pour comprendre qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs et aussi de comprendre quelles sont par exemple les différentes par exemple barrières douanières qu'on peut rencontrer dans certains pays. Mais surtout le point le plus important, c'est de se rendre sur place et de prendre le temps de rencontrer les différents acteurs et vraiment de s'imprégner du pays et de venir, et maintenant dans ce cas-là on pourra apporter des solutions qui sont concrètes. Exactement, et c'est ce que vous faites. On continue avec Madame Fatou Dia, donc de Ripat Africa. Absolument. Pour ma part, en fait, ce sera vraiment indépendamment que vous souhaitiez retourner au pays ou pas. Ne serait-ce que le fait de vouloir avoir un impact, n'hésitez pas à rejoindre des initiatives qui justement œuvrent dans ce sens, Ripat Africa ou d'autres. Vraiment, parce qu'en fait, nous sommes nombreux et la force du nombre, on la connaît. On sait qu'on est capable de faire d'énormes choses lorsqu'on est soudé. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, Instagram, LinkedIn, Ripat Africa.
Ensemble, on est plus fort. L'union fait la force. On est d'accord, Ibrahima Keïta? Moi, je m'adresse à la jeunesse africaine, d'ici ou de là-bas, qu'il est temps qu'elle prenne son destin en main et qu'elle se forme, qu'elle ait conscience d'une chose, que les enjeux d'aujourd'hui et de demain s'articuleront autour de l'acquisition du savoir. Et que seul le savoir leur donnera le pouvoir, que ce soit politique ou économique ou autre. Voilà ce que ce message très simple adressé à notre diaspora africaine, mais à la jeunesse africaine du continent également. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau de Vox Africa et surtout de Vox Live. Donc rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci bien sûr à nos téléspectateurs qui nous suivent. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous souhaitez rentrer en contact avec ces trois personnalités. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Bye bye. Merci.